Alors maintenant, c'est un grand, grand plaisir parce qu'on a parlé des associations de patients, mais on peut aussi parler comment on peut travailler directement avec les patients. Et à l'hôpital Foch, justement, une expérience patient qui était d'ailleurs bien avant que je n'arrive, s'est développée, se développe avec deux personnes particulièrement importantes, Valérie Moulin qui en est un peu la patronne, mais surtout la personne qui fait en quelque sorte, c'est-à-dire Décis Lartigot, qui a cette chose extraordinaire qu'elle est un lien entre les différents professionnels et les patients. Il suffit qu'elle rentre dans le bureau pour qu'aussitôt des choses qui étaient impossibles, c'est-à-dire des contacts avec certains cliniciens, chirurgiens ou autres, s'établissent, et éventuellement même avec l'administration. Donc c'est très bien. Racontez-nous un peu ce que vous faites à Foch, mais en un quart d'heure. Je vais sortir ma montre pour bien la voir. Bonjour, je suis très honorée d'être là. Et c'est une joie de travailler pas très loin de vous, professeur Hervé, au quotidien. Ça ne va pas durer parce que je m'en vais de Foch, mais je ne vous quitterai pas. Non. Alors, juste, le temps est compté. La question que je me suis posée, moi, quand on a discuté, Corto, Achille et le professeur Hervé, avec eux, quand j'ai discuté avec eux, c'était cette idée que la crise, au fur et à mesure qu'elle avançait, offrait des bénéfices. Elle nous faisait gagner des choses. Alors, moi, j'ai une vision optimiste de la vie et de l'épreuve. Et très vite, j'ai commencé à lister les chemins alternatifs qui pouvaient se déployer grâce à la crise. En particulier, dans mes sujets à moi, expérience patient, que sont l'hospitalité et l'amélioration du parcours du patient. Est-ce que nos patients, et aussi leurs proches, j'inclus tout le temps les proches, vont profiter de ce grand chambardement qu'a provoqué la crise sanitaire? La première chose que j'ai observée de manière très pratique, vous allez voir, moi je suis une fille très pratique, c'est que s'est développé à l'hôpital un sentiment de sécurité qu'on n'avait pas tellement identifié forcément avant. Un des gestes qui apparaît fondateur dans l'amélioration de l'expérience des patients qui vivent à l'hôpital, leur maladie, c'est que dès le départ, on a essayé d'assurer un sentiment de confiance et de sécurité au sein de l'établissement. L'ensemble de l'hôpital s'est engagé à garantir de manière très contrôlée, très dirigée, très assumée aussi, la sécurité des usagers. Cette sécurité, c'est d'abord une sécurité, quant aux gestes d'hygiène, les fameux gestes barrières. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une communication informative très positive dans l'hôpital pour engager l'ensemble des usagers, le personnel, comme les patients, comme les aidants, à respecter ces engagements. Il s'est agi de penser l'hôpital comme un lieu sûr, en maîtrisant et en intégrant aussi les patients dans la démarche de qualité. Et là, dès le départ, vous voyez que c'est le propos sur lequel Corto a terminé, c'est que les patients, ils sont désormais partenaires. Et même de choses aussi techniques que l'hygiène. Au fur et à mesure que la pandémie avançait, se mettait en place ainsi une série d'indispensables comportements collectifs au sein de l'hôpital. On prend la température à l'entrée, il y a des questionnaires d'auto-évaluation des patients à l'entrée de l'établissement, la distanciation, le port du masque, l'hygiène des mains, la restriction des visites au chevet. Tout ça pour lutter contre cette terrifiante contagiosité qui était la grande affaire au départ. Finalement, la gestion de ces risques liés à l'hygiène est devenue donc collective. Et les patients qui avaient perdu au tout début de la première vague la confiance et la sécurité à venir à l'hôpital, il y a plein de patients, vous savez bien, qui se sont déprogrammés parce qu'ils craignaient de venir à l'hôpital. Petit à petit, les patients les plus fragiles qui hésitaient à venir ont remis un premier pied à l'hôpital et ont été très rassurés par ce qui avait été mis en place. Et en les interrogeant dans les salles d'attente, dans les ascenseurs, on voyait bien que finalement, il s'était fait tout un monde de la contagiosité à l'hôpital et finalement on était en sécurité.
Les plus fragiles aussi, ceux qui étaient déjà masqués avant la crise du Covid, qui maîtrisent tous les protocoles d'hygiène, je pense aux patients mucos, qui ont la mucoviscidose et leurs familles. Alors eux, c'est des pros des risques infectieux. Avant, ils étaient stigmatisés dans l'hôpital. Et là, voilà, il y avait une sorte d'expertise. Ils étaient forts de leur expérience. Quand on rentre à l'hôpital, pour moi, l'objectif, c'est que les patients se sentent bienvenus, qu'ils se sentent rassurés, qu'ils se sentent pris en compte. Et aussi connectés à tous ces lieux où ils viennent chercher du soin. Et la prise de conscience assez systémique de l'importance à la fois des protocoles d'hygiène et de la sécurité en général était très importante. Une autre chose qui m'a semblé intéressante dans l'évolution de l'amélioration de l'expérience, c'est que se sont déplacées certaines pratiques de l'hôpital, en particulier celles liées à la relation entre les patients et les soignants, et aussi entre les soignants et les proches, les aidants, les familles. Bon, en fait, je vous apprends rien, on essaie de regarder ce que j'ai observé, et je vous demande d'observer avec moi, l'interdiction, la réduction des temps de visite au chevet, par exemple. On en a déjà parlé plusieurs fois dans la journée. En fait, un nouveau mode de relation et de présence aux patients s'est imposé. Du fait qu'il y avait la restriction des visites au chevet, le rôle quotidien des proches aidants s'est totalement trouvé bouleversé. Et jamais autant que maintenant, on a perçu l'indispensable apport des aidants dans le combat contre la maladie. Alors bien sûr, c'est un bénéfice secondaire bien cher payé, mais il conforte les acquis pratiqués depuis des années, en particulier dans les soins palliatifs. Un oncologue m'a dit, pendant toute cette crise, on a marché à pieds joints sur tous les acquis des pratiques en oncologie et en soins palliatifs, où le proche est là, participant, présent, etc. Tout d'un coup, tout ça, on l'oublie. Alors, pas à Foch, parce que très vite, on a fait preuve de souplesse, mais j'y reviendrai. C'est pas parce que le docteur Besbock est là que je dis ça, c'est écrit. Après, l'autre chose, c'est que, comme il n'y avait pas de visite, la conséquence de ça a été une conséquence sur les soignants. Et très vite, vous allez m'entendre parler de symétrie d'attention, parce que être attentif aux patients, c'est aussi être attentif aux soignants, par effet de symétrie. Certaines familles ont souffert de l'éloignement parce que quand elles téléphonaient, les réponses étaient quasi constantes. « Allô ? Est-ce que ça va ? Est-ce que mon mari va bien ?» La réponse était invariablement, matin, midi et soir, « Oui, tout va bien, tout va au mieux. Il a dormi, il a mangé, il est stable. » Et en fait, le patient et la famille se retrouvaient renvoyés à une épreuve, une solitude et à l'impuissance de pouvoir accompagner son proche. Quant au patient, il s'est retrouvé, lui, renvoyé à sa propre solitude à laquelle, la plupart du temps, il n'était pas préparé. Je souris en me lisant parce que je me suis dit que l'homme moderne est assez en délicatesse avec la solitude. Et ces nouvelles conditions de vie à l'hôpital l'ont renvoyé vraiment à cette absence d'habitude d'être seul. Enfin, oui, il y a quelque chose sur l'isolement qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'on était encore plus isolé quand on était un patient Covid à l'hôpital, parce qu'en face de vous, vous aviez des êtres indéfinis, indéfinissables. La contagiosité du virus a obligé les uns et les autres à un autre rapport au visage, un autre rapport au regard, un autre rapport à la voix, parce que c'est tout ce qu'il nous restait. Devant eux, des combinaisons complètes, des blouses, des masques, des lunettes de protection, des gants. Et toutes ces contraintes nous ont forcés à redoubler d'attention, de patience et d'humanisme. Dans le service de réanimation à Foch, certains soignants avaient collé sur leur blouse une photo de leur visage, comme un cadeau d'humanité, ou alors une inconsciente invitation à l'altérité. D'autres inscrivaient au marqueur leur prénom ou dessinaient un motif, une fleur, un cœur, un émoticône, pour humaniser ces uniformes effrayants. Est-ce qu'avant, on avait autant pris conscience de l'essentielle pensée de Lévinas sur le visage ? Le visage dans le soin, c'est la grande affaire aussi. Et puis une dernière petite pensée philosophique dans les apports, les bénéfices secondaires dans ces relations
entre patients et soignants, c'est l'incertitude, l'expérience de l'incertitude. Pour les uns, l'incertitude était à repousser, au moins à contenir l'avancée virale dans le corps de son patient. On ne savait pas comment soigner cette maladie, on tâtonnait. Et puis pour l'autre, c'était l'incertitude face à une maladie brutale, soudaine, qui s'emparait de lui. Et j'ai l'audace de penser que cet apprentissage accéléré de l'incertitude nous sera utile dans le parcours de soins à l'avenir. Ah oui, autre bénéfice, ce que j'ai appelé le potentiel créateur de la crise. Vous savez, la crise, souvent, c'est un moment d'interrogation et un moment de créativité. Le grec nous dit ça. La pandémie a interrogé à Foch ce vaste mouvement qu'on avait engagé et qui plaçait l'expérience des patients au cœur de notre projet d'établissement. La stratégie globale de l'établissement et de notre système à Foch, c'est de réfléchir sur l'hospitalité. Prendre en compte les émotions, la subjectivité, l'humanité des usagers de l'hôpital, s'est imposé en face de principes de précaution qui paralysaient d'une certaine manière la réflexion. Progressivement, la dimension éthique au sein de l'établissement en crise a su interroger les décisions administratives. Ils étaient là. Cortot disait « Je suis arrivé le 20 ». Eh bien, à partir du 20 mars, mais avant avec le professeur Hervé, il y avait cette cellule vivante là, dans ce bureau, au fond de l'hôpital, qui réfléchissait, qui interrogeait les décisions administratives. Par exemple, face au syndrome de glissement des patients qui étaient isolés, dont je parlais tout à l'heure, ou alors aux blessures très profondes provoquées par les règles de visite aux défunts dans la chambre mortuaire, dont on parlait tout à l'heure aussi, il a fallu composer, combiner. Oui, c'est ça. Composer, combiner. Je crois que j'ai fait une erreur de... Voilà, c'est ça. Composer, combiner les exigences et s'ajuster au mieux aux besoins des patients. Je vous donne un exemple pratique. À Foch, au tout début, à l'entrée des services, le service de la communication avait écrit « Visite interdite, sauf fin de vie ». Donc moi, ça m'a vite choquée. Et puis il se trouve que par malheur, ma directrice, qui est aussi directrice de la communication, est tombée malade. Et le directeur général m'a donné l'intérim de la com, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Et là, tout à coup, je me suis dit, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, sauf fin de vie, c'est quand même un peu raide. Et alors, il y a eu toute une évolution de ces affichages. Et on est passé à visite interdite, sauf circonstances exceptionnelles. Et j'ai écrit une note. Qu'est-ce que c'est une circonstance exceptionnelle? Qui c'est qui va juger elle est exceptionnelle, cette circonstance ou pas? Ça pouvait pas être les soignants, les aides-soignants, et pourtant c'était eux qui prenaient la foudre des familles en disant quoi, mais alors qui décide de la circonstance exceptionnelle? En fait, il s'est agi de laisser place à l'esprit du soin, à l'intelligence de la situation. En oncologie encore, mais je vous assure que c'est écrit, pas parce que vous êtes là. À la maternité aussi, cette règle, dès le départ, a été accomplie avec souplesse, tact et mesure, comme dit le ministre. Et c'est tout l'honneur de l'hôpital de penser l'esprit autant que la règle, ni plus ni moins. Il y a l'esprit, il y a la règle, et puis il y a l'esprit. On espère d'ailleurs, malgré l'hémorragie actuelle, je pense que vous connaissez, vous savez ce fait-là qui se passe aujourd'hui, les soignants, il y a une certaine hémorragie des soignants qui quittent leur poste en Île-de-France, et ça pourrait nous faire douter de ce bénéfice très important à mes yeux qui a été de revitaliser les valeurs fondamentales de l'engagement professionnel des professionnels de santé. Être un soignant, c'est préférer inconditionnellement le regard, le soin, l'attention vers le plus fragile, le geste bienveillant, protecteur. Être un soignant, c'est répondre à l'appel des plans blancs. Un soignant kiffe les plans blancs, on m'a dit. Les applaudissements des balcons à 20h, même si là encore ils sont désormais entachés d'une certaine forme de mépris revenu, ont conforté les hospitaliers dans la conviction de la noblesse de leur vocation. Et ça a beaucoup de prix. Le potentiel créateur de la crise. Oui, avec cette pandémie, il y a des réalités quotidiennes de l'expérience des patients qui ont été re-questionnées. Non pas qu'on ne les connaissait pas,
Ben, on les a re-questionnés, d'autant qu'il y a quelque chose que je n'ai pas noté sur mon papier, mais qui me vient maintenant, c'est que beaucoup de soignants ont eux-mêmes été malades. Et ils se sont retrouvés dans la position du patient. Et je pense qu'on y a gagné. La solitude du malade, sa vulnérabilité, son isolement, toutes ces questions-là ont été re-questionnées par la pandémie. Et ici, l'art nous nourrit et nous fait comprendre tous ces bénéfices. Ah oui, ah ben alors je me dépêche, mais vous connaissez Jean-Sébastien Bach, qui, après la guerre de 30 ans, les épidémies qui se sont succédées, a été le plus grand créateur de l'histoire de la musique. Ces auteurs-là, Thomas Mann, Alphonse Boudard, Jeanne Galzi, Roland Barthes, sont des gens qui ont séjourné dans des sanatoriums. C'était intéressant parce que ce qu'ils expriment, c'est qu'au-delà de l'expression de la contagiosité, de l'isolement, de la vulnérabilité, ils ont exprimé que la fragilité leur donnait du pouvoir. Et ce qui était interrogé, en fait, c'était une certaine conception de la démocratie, comme on disait tout à l'heure, parce qu'ils questionnaient, comme nous aujourd'hui, nos manières de vivre ensemble, nos manières de soigner, de prendre soin les uns des autres. Cette approche capacitaire du patient, éclaire les deux expériences, celle du malade de la tuberculose dans le sanatorium et celle du malade du Covid. Et le malade en EHPAD, bien sûr. Alors, je me dépêche. La crise, oui, ça je peux faire très vite. La crise, un des bénéfices faciles et très matériels, c'est que ça a provoqué de la simplification, on pourrait dire de l'accélération. L'accélération de pratiques de téléconsultation, de soins à domicile, on l'a déjà dit, les chimiothérapies à domicile se sont beaucoup développées. Et ce qui se résume à tout ça, c'est que, en fait, ce qui était jusqu'alors un mode dégradé apparaissait comme un mode dégradé, quelque chose de moins bien. Rentrer à l'hôpital tout de suite après avoir été opéré, tout ça, eh ben, ce qui était considéré comme dégradé devenait le lieu d'une meilleure expérience. En fait, raccourcir la durée du séjour, ce qui est le mantra de tout financier hospitalier, s'est transformé en un bénéfice, un atout même pour l'hôpital et son patient. Quelques mots donc pour conclure. En résonance avec deux bénéfices qu'on a observés, par définition, une crise sert à déployer des chemins alternatifs et à interroger des pratiques. L'enjeu désormais est de savoir si, une fois qu'on a passé la crise, j'espère qu'on en est là, dans la phase 4 dont on parlait tout à l'heure, les disruptifs auront toujours l'oreille des stratèges. Parce que pendant toute la crise, on a effectivement vécu en mode dégradé et on s'est rendu compte que c'était pas si mal, c'était même mieux à certains endroits. L'innovation dans le monde de la santé ne peut plus aujourd'hui faire l'économie de l'expérience des patients, de la participation, du partenariat même, et par symétrie d'attention de l'expérience des soignants. Peut-être qu'il nous faudra observer dans les mois à venir les avancées, les résistances à ce processus, et il nous faudra encourager l'intelligence collective. Enfin, je pense en creux à tout ce dont on ne parle pas, ou peu, aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas eu la Covid et qui ont pâti de cette organisation de crise. Est-ce qu'on peut interroger les séquelles sécuritaires engendrées par l'omniprésence de ce virus à l'hôpital? Est-ce qu'on peut accepter la banalisation de ces réflexes un peu excessifs qui limitent définitivement les visites dans les chambres? Parce que finalement, encore aujourd'hui, on est resté, pour Foch, dans beaucoup de services, à un seul visiteur par jour pendant 1 heure. Encore aujourd'hui. Est-ce qu'on va pouvoir interroger l'intervention d'associations de patients au chevet dans les services? Est-ce que c'est possible? Parce que sécuriser le parcours du patient à tout prix, comme me disait le chef de service d'imagerie, François Mello, c'est une chimère. La vulnérabilité, celle des patients, comme celle de l'institution, est une réalité qu'il est indispensable d'accepter. Merci beaucoup. Je suis persuadé que si Emmanuel Lévinas vous avez écouté, ou ses adeptes comme Corinne Pelluchon qui... en neurologie, parlait de tous ces éléments applicatifs que Emmanuel Lévinas prônait, ce discours énormément éthique. Alors, vous regrettiez de partir,
Mais pas du tout. Vous allez devenir directrice d'un établissement. Ouais. Et donc, vous allez pouvoir faire que ça se passe ailleurs. Et c'est très important. Et nous allons continuer. D'accord. En tout cas, bientôt.